Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live Pop Money et BlackRock. Le but aujourd'hui, c'est de parler de ce que l'on appelle des biais comportementaux et de leurs influences sur vos choix dans votre vie quotidienne, mais également dans vos finances et vos finances personnelles. Pour cela, on a invité Eva, donc Eva qui nous a rejoint et qui est psychologue. Elle aura l'occasion de se présenter un petit peu plus tard. Mais tout simplement pour vous rappeler que vraiment l'objectif de ce live, c'est de pouvoir identifier et vous aider à comprendre ce que sont les biais comportementaux, comment ils vont influencer vos choix au quotidien et dans votre vie, également autour des finances. Et l'idée, c'est de pouvoir vous donner quelques clés pour vous permettre d'atténuer ces biais, mais surtout de pouvoir les éviter dans certains cas et de pouvoir éviter les erreurs courantes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur trois biais que l'on a identifiés comme étant les plus prépondérants, notamment dans le monde de la finance. Et ces trois biais sont le biais de confirmation, l'aversion au risque, ainsi que le biais, l'effet moutonnier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir explorer ensemble chacun de ces biais, vous donner des exemples de la vie de tous les jours, ainsi que des exemples dans le monde de la finance. Et puis on gardera un petit peu de temps à la fin de cette session pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser directement dans le feed et on s'efforcera d'y répondre en fin de session. Eva, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous définir un petit peu quels sont ces biais comportementaux, qu'est-ce que la finance comportementale, et on rentrera ensuite dans le détail des biais que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Bonjour Victoire et merci pour l'invitation à participer à ce live très intéressant. Alors effectivement, donc je suis Eva Drozowski, je suis psychologue et je suis spécialisée, j'ai une spécialité en neurosciences, mais également j'ai une casquette financière puisque j'ai travaillé de nombreuses années en finance où j'ai pu de fait observer ces biais dans les comportements économiques et financiers. Alors, qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est une déviation dans le traitement de l'information. En fait, c'est une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc, en fait, un biais comportemental est un biais qui va nous faire agir différemment, qui va nous faire agir de façon non rationnelle, parce qu'en fait, il est empreint de toute notre expérience de vie, de ce que l'on a vécu. C'est en fait notre filtre, c'est le filtre qui résulte de notre expérience de vie, de nos croyances, de nos convictions, mais aussi de nos blocages. Et tout ça, c'est le résultat de l'expérience que l'on acquiert au fil de la vie. Et donc, de ce fait, les biais sont le reflet de notre subjectivité. Et cette subjectivité, évidemment, eh bien, elle s'applique en finance d'autant plus, et c'est d'autant plus important, et ça peut être d'autant plus dangereux, puisque ces biais peuvent nous faire prendre des décisions complètement irrationnelles, émotionnelles, et nous faire aller vers de grandes pertes. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Il faut savoir effectivement que la finance comportementale, c'est comme une science en fait qui a aussi été beaucoup étudiée par de nombreux économistes. Il y a eu pas mal de prix Nobel aussi qui ont été décernés justement sur ce sujet-là. Et tu fais bien de le rappeler, c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on parle d'investissement notamment financier, puisque ça peut, comme tu le disais, nous faire prendre des décisions irrationnelles. Si on regarde maintenant les trois biais qu'on a évoqués tout à l'heure, et on se focalise peut-être sur le biais de confirmation dans un premier temps. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement le biais de confirmation? Oui, bien sûr. Alors, le biais de confirmation, c'est le fait de rechercher et de privilégier les informations qui viennent confirmer nos convictions et nos croyances. Et donc, de ce fait, on rejette les informations qui remettent en cause ces convictions et ces croyances. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a ce biais? Parce que déjà, on n'aime pas avoir tort. On a naturellement tendance à se dire que nous avons raison dans nos choix, dans nos décisions. Et puis aussi parce que c'est dur de se remettre en question, la réticence au changement, et puis peut-être aussi une certaine forme de paresse intellectuelle, puisque le biais de confirmation nous fait rester en fait sur la même ligne de conduite, sans jamais aller voir ce qui se passe ailleurs, sans jamais aller prendre de nouvelles informations qui viennent un peu nous chahuter dans notre zone de confort. Ok. Et donc,
Ce biais-là, il se manifeste dans nos décisions de vie tous les jours. Vous avez peut-être vu sur cette même, ce même compte Instagram de Pop Money, une vidéo où justement on parlait du biais de confirmation. Dans la vie de tous les jours, on va tendance à chercher des informations qui vont confirmer notre pensée initiale plutôt que de vouloir se challenger, entre guillemets, et vouloir être ouvert en fait d'autres pensées. Bien sûr, et c'est tellement plus facile d'aller chercher quelque chose qui est en lien avec nos convictions, parce que ça nous conforte, c'est très confortable en fait psychologiquement. Et d'ailleurs, il y a dans notre vie de tous les jours, toutes les applications que nous utilisons sont basées sur des algorithmes qui renforcent ce biais, puisque on ne nous propose à travers les applications, que ce soit de réseaux sociaux, mais même les applications musicales, on ne nous propose que du contenu liés à nos centres d'intérêt. Et en fait, nous avons finalement très difficilement accès aux opinions contraires. Donc ça nous demande vraiment un effort intellectuel d'aller chercher une contre-information, de s'informer différemment via d'autres cadeaux d'information et d'aller en fait tester finalement la différence. Et ne pas toujours suivre nos goûts, mais en gros au resto, c'est un peu se dire, bah tiens, aujourd'hui je vais choisir un truc que je connais pas plutôt que de prendre toujours des spaghettis bolognaises, je vais tester autre chose. Ok. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en finance, c'est vrai qu'on observe également ce biais qui va se manifester de façon assez différente. Un exemple, ça va vraiment être le fait que aujourd'hui beaucoup de Français et beaucoup d'études le montrent sont réticents à vouloir prendre du risque parce que ils ont tendance à vouloir avoir une certaine précaution au sein de leur épargne et donc à avoir un petit peu peur d'aller voir ce qu'ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, on parle pas non plus de la version au risque et j'expliquerai un petit peu la différence plus tard. Mais ici, c'est vraiment j'ai toujours su que les marchés financiers c'était risqué, donc je reste sur ce postulat de base et je ne vais pas vouloir aller me renseigner ou aller acquérir plus de connaissances ou d'informations sur le sujet pour pouvoir rechallenger entre guillemets ma façon de penser. Donc ça c'est un point qui est assez important et ça se manifeste aussi sur le fait d'avoir de se tenir à un actif par exemple dont on a l'habitude et de pas vouloir aller voir plus loin alors que parfois il peut y avoir d'autres actifs financiers qui sont plus adaptés à notre profil, à nos objectifs et à notre horizon notamment de placement. Donc le fait de vouloir utiliser des placements que l'on connaît, alors oui c'est important, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, et on le voit, hein, il y a énormément de ressources pédagogiques et d'éducation financière qui se fait, notamment au travers des réseaux, pour justement inciter les personnes à se former, à vouloir acquérir plus de connaissances et pouvoir prendre des décisions d'investissement qui soient plus éclairées et donc plus rationnelles. Euh, si on passe peut-être au biais de comportement suivant, donc qui est l'aversion au risque, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que ça signifie, comment est-ce que ça se matérialise dans la vie de tous les jours? Alors, l'aversion au risque est un biais dans le comportement économique qui désigne le fait que les investisseurs auront tendance à privilégier des placements très peu risqués, mais du coup très peu rentables. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, l'aversion au risque, c'est vraiment spécifique à la finance. Et en fait, ça s'explique très simplement, c'est que la douleur psychologique de perdre quelque chose est 2 fois plus intense que le plaisir de la gagner. Et donc, concrètement, le déplaisir ressenti quand vous perdez 50 euros est 2 fois plus puissant, 2 fois plus intense que le plaisir ressenti à les gagner, ces 50 euros. Et donc, forcément, de ce fait, on va choisir, c'est le fameux adage un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, en fait, l'aversion au risque est vraiment un des biais les plus puissants parce qu'il est profondément ancré dans notre chimie cérébrale. On est fait, nous, humainement parlant, pour éviter le risque. Notre corps entier, notre fonctionnement cérébral, on est fait pour combattre, enfin, pour aller, pour lutter pour notre survie. Et donc, on fait tout pour combattre le risque. Et donc, c'est quelque chose que l'on retrouve naturellement dans la nature. Et si vous voulez un petit exemple très simple pour savoir si vous êtes plutôt averse au risque ou pas, c'est, je vous donne un exemple. Est-ce que si je vous donne, est-ce que
quelle option choisissez-vous? Je vous donne 50 euros maintenant, ou alors on joue à pile ou face et vous avez une chance sur deux de gagner 100 euros. Quelle option choisissez-vous? Eh bien, la grande majorité des personnes va choisir l'option numéro 1. Elle préfère avoir 50 euros tout de suite plutôt plutôt que de choisir la chance de gagner 100 euros. Mm. Parce que c'est pas, on ne les perd pas ces 100 euros. Enfin, on ne perd ni 100 ni 50. Enfin, vous avez juste d'un côté 50 euros, vous êtes sûr de les avoir, et de l'autre, vous avez une chance sur deux de gagner 100. Donc on voit bien que l'opportunité de la deuxième option est quand même beaucoup plus intéressante, mais pour autant, la grande majorité des personnes va choisir l'option numéro 1. Mm. Alors que techniquement, d'un point de vue probabilité, on a autant de probabilité. Enfin, c'est la même chose mathématiquement. Il n'y a pas de Oui, différence entre les deux options. en Et du effet. coup, c'est vraiment ce biais qui fait que on a tendance à vouloir privilégier une option moins risquée. C'est le fameux, comme tu le disais, hein, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et c'est vrai que ça se manifeste aussi d'un point de vue financier. On parlait tout à l'heure du fait que les Français et les Françaises sont généralement moins enclins à prendre du risque pour leur placement. Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue complètement rationnel, si on a aujourd'hui la surface financière, qu'on s'est déjà constitué une épargne de précaution et qu'on a un horizon de placement qui est relativement long, on peut tout à fait se laisser, enfin en tout cas, se laisser investir dans d'autres actifs financiers que les produits entre guillemets garantis en capital et les livrets, etc. Mais c'est vrai qu'on a du mal à sauter le pas parce qu'on sait que c'est risqué. Donc effectivement, il y a toujours une sorte de risque de perte en capital quand on investit sur les marchés financiers. Mais c'est vrai que ça peut être parfois beaucoup plus adapté à l'objectif d'investissement d'un particulier. Oui. Si je prends l'exemple d'un individu de 25 ans qui souhaite investir pour le long terme, commencer soit à préparer sa retraite, soit financer l'achat d'un bien immobilier dans 10 ans. Le fait de pouvoir avoir un temps relativement long, donc entre 10, voire beaucoup plus si on parle de retraite, vous permet de pouvoir investir dans d'autres classes d'actifs. Donc, ce que l'on appelle classe d'actifs, c'est dans d'autres typologies d'actifs, que ce soit des actions ou autres, et de sortir de ces fameux livrets ou comptes à terme et autres produits à capital garanti. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas investir ou épargner dans ce genre d'enveloppe, parce que effectivement, c'est toujours très bien de se constituer une épargne de précaution et il le faut avant de pouvoir mettre cet argent entre guillemets au travail et faire face notamment à l'inflation qui est entre guillemets l'ennemi invisible de l'épargne comme on l'appelle. Euh, c'est vrai que on a tendance à vouloir privilégier que des placements non risqués, alors que en fonction de son objectif, de son âge, de son horizon, on pourrait potentiellement explorer d'autres opportunités. Oui, et surtout que sur le long terme, c'est des placements qui, au final, effectivement, peuvent nous faire perdre de l'argent, puisque si ça ne suit pas l'inflation, on se retrouve perdant. Mais c'est un biais qui est assez difficile à combattre parce que vraiment, il est profondément ancré et ça demande, là, pour le coup, je pense, beaucoup de pédagogie. Ça demande d'être accompagné, d'avoir un conseiller financier qui vous explique exactement et clairement, et puis pour combattre cette peur et pour vous expliquer rationnellement et logiquement ce que vous risquez ou non concrètement. Hmm. Donc là, ça demande vraiment un accompagnement et une éducation par rapport à ça. Et puis chacun a sa limite par rapport au risque. Hmm. On a tous, voilà, en fonction déjà de nos capacités, de notre capacité financière, et puis aussi ça implique aussi l'éducation, et puis nos projets, effectivement, et puis notre stratégie d'investissement. On a chacun notre tolérance au risque, et il faut pouvoir la définir dès le départ avec son gestionnaire ou son conseiller financier. Non, mais très clair. Et je pense que on va passer en revue le dernier biais et on parlera justement de toutes ces clés et tous ces tips, entre guillemets, qu'on va vouloir mettre en avant justement pour mitiger et essayer d'éviter au maximum ces biais. Si on passe, Eva, au biais suivant qui est l'effet moutonnier, est-ce que pareil, tu peux nous donner une petite définition et comment est-ce que ça se manifeste dans la vie de tous les jours et également en finance? Alors, l'effet moutonnier, c'est très simple, c'est tout simplement, ça décrit le fait d'agir comme les autres, de prendre la même décision que les autres.
Et comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Eh ben, qui n'a jamais eu envie de s'acheter la même paire de baskets que toutes ses copines? Qui n'a jamais eu envie de succomber à une tendance mode alors même que ça ne nous va pas, mais simplement parce que la masse, parce que la foule prend cette direction. En fait, ce biais s'explique par le fait que nous avons naturellement un fort désir de suivre ce que font les autres. On est naturellement fait pour vivre en groupe et donc la pensée, enfin ce que pense le groupe, ce que pense la masse, ce que pense le plus grand nombre de personnes, on le prend comme vérité. Ce qui n'est pas toujours vrai. Et notamment en finance, j'avais entendu cette citation qui disait en finance, souvent en finance, la foule court dans la mauvaise direction. C'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est profondément enraciné dans notre tendance humaine à vouloir s'intégrer aux gens qui nous entourent. Pardon. Nous sommes spontanément faits pour nous intégrer au groupe plutôt qu'à nous exclure de ce groupe. Et puis, c'est aussi un phénomène, l'effet moutonnier, où en fait, finalement, quand on n'est pas sûr de nos choix, quand on doute peut-être de nos capacités d'analyse ou quand on manque de confiance, c'est beaucoup plus facile de suivre une tendance, de suivre la foule, que de se dire, bah non, moi j'ai une conviction, je vais la suivre, j'ai une analyse et c'est celle-ci et je ne vais pas déroger à la règle. Donc en fait, ça demande un effort psychologique de faire différemment, d'être un outsider. Et la foule est beaucoup plus rassurante. Enfin, l'effet moutonnier, le fait de faire comme les autres, eh bien, c'est très confortable. Mm. Voilà, c'est physiquement et émotionnellement confortable. Ça va dans le sens de notre instinct, qui est, comme je le disais tout à l'heure, de nous intégrer, d'être avec les autres plutôt que de se mettre à l'écart et de penser Mm. différemment. Et donc, alors, un exemple très criant et très parlant de l'effet moutonnier, tout le monde se rappelle de la crise du Covid où les gens se ruaient dans les magasins pour acheter des tonnes de papier toilette alors qu'on n'en avait pas besoin. Et je ne sais pas si les gens ont peut-être encore des stocks de ces papiers-là chez eux, mais en tout cas, on le faisait parce qu'on voyait les autres le faire. Mm. Et évidemment, les effets de mode sont vraiment, la plus belle illustration de l'effet moutonnier. Mm. Je pense que du coup, tu as répondu à une des questions qui vient d'être posée. Avez-vous un exemple de dépenses excessives causées par l'effet moutonnier? Clairement, sur le papier toilette, je pense que voilà, on est tous assez d'accord pour dire que ça avait été quand même un phénomène complètement anormal complètement causé par justement ce biais comportemental qui est humain en fait avant tout. En finance, c'est vrai que ça peut être, c'est un des biais les plus importants, un des biais les plus étudiés Ouais. et qui peut causer aussi le plus d'impact justement sur ses finances personnelles, mais également sur les marchés de façon générale. C'est ce qu'on appelle en d'autres mots les bulles. Donc elles sont valables pour la finance, mais pour aussi n'importe quel autre type de secteur. Si je prends un exemple, en fait, ça va tout simplement être le fait d'avoir tendance à acheter un actif, que ce soit une action ou d'autres types d'actifs financiers, tout simplement parce que tout le monde l'achète. Et c'est vrai que plus on en entend parler, plus on se dit ah si tout le monde le fait, peut-être que c'est un bon investissement et moi aussi je devrais le faire, ça va me rapporter beaucoup. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie de faire, c'est de se reposer et de se dire, OK, mais moi, quel est mon objectif d'investissement? Est-ce que c'est vraiment en ligne avec mes objectifs, avec mon horizon de placement, avec ma tolérance au risque? C'est vrai que lorsqu'on entend parler d'une certaine action ou d'un certain type d'actifs financiers volatiles, on, on se dit, ah bah tiens, si tout le monde l'a fait, pourquoi pas moi? Et en revanche, ça peut ne pas être adapté du tout à votre situation, qu'elle soit économique ou même votre situation de famille, financière ou autre. Et ça, pour le coup, il faut vraiment faire attention. Surtout que lorsqu'on voit pas mal de bulles, c'est généralement, on le voit beaucoup sur des actifs qui sont très volatiles et qui sont pas forcément en lien avec, adaptés en tout cas à tous les objectifs d'investissement. Euh, Ça, c'est typiquement une décision qui peut être prise de façon généralement un peu impulsive en se disant oh bah c'est bon si tout le monde l'a fait je le fais mais c'est vraiment irrationnel et ce qui est très important et tu le mentionnais c'est de se reposer et de se demander si c'est vraiment en lien avec ses objectifs et si on est prêt à pouvoir endurer la potentielle perte que ça peut engendrer. Ouais.
On a vu les trois biais dont on voulait parler aujourd'hui, qui sont les plus courants dans la partie vraiment finance comportementale. Je les rappelle, donc c'est le biais de confirmation, l'aversion aux pertes, enfin l'aversion au risque, et l'effet moutonnier. Maintenant qu'on a énoncé ces biais, comment est-ce qu'ils se matérialisaient et dans la vie quotidienne et dans nos décisions financières? Qu'est-ce que tu suggérerais? Quelles sont un petit peu les clés que tu peux apporter en tant que psychologue pour limiter ces biais-là et faire en sorte que notre audience puisse prendre conscience de ces biais et travailler dessus? Alors, déjà, en avoir conscience, savoir que ces biais existent et je pense que chacun de nous, si vous avez suivi ce live, chacun de nous peut se reconnaître dans un de ces biais ou même dans les trois, parce que ce sont les plus courants, ce sont les plus importants, mais les plus répandus aussi. Donc déjà, être informé, savoir que ça existe et peut-être que les gens qui nous ont regardés et qui se disaient, ah mais en fait, ok, je comprends maintenant ce comportement ou ce côté émotionnel que je peux avoir en investissant, en fait, je comprends que j'ai ce biais-là. L'information déjà, donc avoir conscience de nos biais. Et puis, je dirais que pour les trois biais, en fait, il faut prendre du recul, ne jamais investir sur une émotion. Mais prendre le temps de se poser et effectivement de voir est-ce que tout ça est en ligne avec mon horizon d'investissement, avec ma capacité financière, avec ma surface financière, avec mes valeurs, avec est-ce que tout ça, est-ce que ça me correspond, et donc ne pas hésiter à se former, à poser des questions, à se faire accompagner. Et puis globalement, je pense que pour éviter ces biais-là, il faut un peu se forcer en fait, ça demande une ouverture d'esprit. Il faut un peu avoir une gymnastique intellectuelle, voilà, d'ouverture, d'acceptation du point de vue des autres, s'informer, diversifier ses sources d'informations et développer son esprit critique. Ça, c'est très, très important. On reçoit une information. Alors, est-ce que la foule a raison? Est-ce que la foule a toujours raison? Oui, je peux très bien rationnellement être d'accord avec la foule, mais si ce n'est pas le cas, c'est OK de ne pas être d'accord avec la foule et de se dire, bah non, moi je pense différemment, et comme je pense différemment, eh bien, je vais me tenir à mon analyse parce que j'ai une conviction. Les convictions aussi sont importantes dans les investissements. Euh, Mm. on le voit avec les cryptos, ou on le voit avec bien d'autres actifs financiers, où les gens vous disent, maintenant, moi, je crois en cette valeur-là, en cet actif-là, et donc, je ne vais pas m'amuser à acheter, vendre, je garde cette ligne directrice parce que j'ai la conviction que cet actif ira à des sommets en telle année, et donc je reste investi. Mais en fait, ça demande une remise en question intellectuelle assez fréquente, parce que quand je dis ça, du coup, ça peut nous, voilà, ça peut induire un autre biais aussi en se disant bah ça peut finalement là je parle du biais de confirmation où ça peut montrer une certaine rigidité. En fait, il faut avoir une certaine souplesse, il faut continuer de s'informer, en parler autour de soi, échanger et encore une fois voilà faire preuve d'ouverture d'esprit, ne pas prendre de décision dans l'émotion, y compris quand les marchés chutent, Mm. quand il y a des voilà quand il y a des bulles, quand il y a des crashs. Il faut essayer de rester rationnel, d'avoir la tête posée sur les épaules et de réfléchir à tout ça avant de prendre des décisions. Mm. Je pense que tu as mentionné un aspect qui est très important, je pense, d'être mis en avant, c'est le fait de rester investi. C'est vrai que les marchés financiers sont des marchés qui sont volatiles, donc il va y avoir, comme tu le dis, hein, des moments où ça va monter, des moments où ça va baisser. Je pense que être rationnel, c'est aussi se dire, il y a des hausses comme il y a des baisses, et je suis entre guillemets personne pour savoir quand ça va monter et quand ça va baisser. Personne n'a vraiment de boule de cristal. Donc quelques petites recommandations entre guillemets ou choses qu'on peut mettre en place au quotidien, c'est tout simplement de ne pas se laisser prendre par ses émotions quand ça monte trop. Donc pas se dire ah bah tiens ça monte trop, il faut que je prenne des profits, ou ah bah tiens ça baisse trop, il faut que je sorte tout de suite parce que sinon je vais tout perdre, ou ah bah tiens il y a une chute, il faut absolument que je remette tout. Il y a deux choses que l'on peut mettre très facilement en place, c'est tout simplement d'investir régulièrement. C'est-à-dire de pas se dire j'attends le bon moment pour investir, ou ah bah tiens là c'est trop haut, j'attends que ça baisse avant d'investir. Ce qu'il faut vraiment se dire c'est je garde une rigueur, je reste rationnel, et tous les mois je vais mettre une petite somme. Ça n'a pas besoin d'être des milliers d'euros, ça peut être en fonction vraiment de sa capacité financière, mais de se détacher entre guillemets de cette émotion qu'on va ressentir quand on voit monter ou baisser les marchés. Et Oui. ça c'est hyper important.
de pouvoir vraiment se tenir à ce qu'on a mis en place initialement, et ça nous permet de ne pas être influencé en fait tout simplement par ses émotions, ses sentiments, Mm. par tous ces biais qu'on a définis, Mm. et toujours bien se rappeler son objectif d'investissement. Si on a investi en bourse pour l'achat d'un bien immobilier dans 10 ans, il faut pas se dire ah bah tiens les marchés ont chuté, même si on a encore 8 ans je sais pas devant nous. Il faut pas se dire ah bah tiens les marchés ont chuté, il faut absolument que je sorte tout sinon je vais tout perdre. Il faut vraiment garder le cap, garder son objectif en tête, puisque initialement si on a fait ce choix d'investir dans cet actif sur cet horizon, c'est qu'il correspondait à notre profil de risque, etc. Donc voilà, bien toujours se remettre entre guillemets le nous de l'époque lorsqu'on a pris cette décision, pourquoi est-ce qu'on l'a prise, et garder Oui, le cap. Euh, exactement. et peut-être un dernier point qu'on a l'habitude aussi de mentionner, c'est tout ce qui va être diversification. Diversification, donc qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est tout simplement le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On parlait tout à l'heure de bulles spéculatives ou autres, de marchés financiers qui sont plus ou moins volatiles. Si on cherche à justement minimiser entre guillemets l'impact de cette volatilité, alors il y en aura toujours, mais en tout cas le fait de pouvoir investir dans différents actifs vous permet de compenser des pertes quand il y en a, ou compenser des gains, enfin, de pouvoir, entre guillemets, lisser les Mm. performances de vos différents actifs, et de minimiser, en fait, le risque total de votre portefeuille d'actifs. Donc, ça, c'est un point très important. Oui. Et je dirais également, peut-être pour conclure sur la dernière chose à vraiment bien mettre en place, je dirais que déjà, il ne faut pas investir en bourse de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Il y a un risque qui est inhérent. Euh, Constituer une épargne de précaution, c'est vraiment la première étape à toute constitution, entre guillemets, de patrimoine. Et une fois que l'on a constitué cette épargne de précaution et que on veut faire fructifier sur le plus long terme, on peut effectivement aller se former, et c'est là où je te rejoins. Donc faire preuve justement d'ouverture d'esprit, aller rechercher des informations. Aujourd'hui, comme on le disait, il y a énormément de ressources pédagogiques qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit au travers de vidéos sur les réseaux, au travers d'articles. Il y a vraiment pas mal de choses à disposition, et c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui va vous permettre de comprendre déjà quels sont les différents actifs qui sont disponibles, qu'est-ce qui est plus ou moins fait pour vous en fonction, encore une fois, de votre surface financière, de votre Mm. horizon et de vos objectifs. Euh, Oui, absolument. Peut-être pour conclure, alors il y a quelques questions Mm. qui sont arrivées sur le feed. Je vais les regarder Ouais. rapidement. Euh, alors, donc la dépense excessive causée par l'effet moutonnier, on l'a déjà vu. Euh, alors peut-être pour toi, celle-ci, Eva, quel conseil donneriez-vous pour éviter le biais de confirmation lors d'un achat en ligne? Alors, analyser son achat. Le biais de confirmation va faire que finalement, encore une fois, on va aller peut-être vers quelque chose que l'on connaît. Mais est-ce que cette chose-là, est-ce qu'elle correspond toujours à nos besoins? Généralement, quand on a des convictions assez fortes, enfin, ça peut être historique, c'est-à-dire qu'on a toujours acheté cette marque, par exemple, et sans jamais remettre en cause, alors je sais pas, l'aspect écologique ou l'aspect est-ce que les tissus employés sont bons, est-ce que ça me... En fait, il y a tout simplement, il y a tellement d'alternatives aujourd'hui, c'est essayer de voir ce que fait le concurrent, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça me correspond mieux. Donc pour éviter le biais de confirmation dans un achat en ligne, c'est n'achetez pas tout de suite. Comme on dit, regardez votre achat et dormez dessus, et puis demain, le lendemain, si vous en avez encore envie, eh bien ok, mais essayez de vous informer sur le produit que vous achetez. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que voilà, est-ce que la façon dont est fait ce produit, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des risques santé ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui fait mieux, avec de meilleurs produits, avec peut-être voilà, un aspect, je ne sais pas, écologique, environnemental qui est en ligne avec ce que l'on vit aujourd'hui. Enfin, voilà, il faut tout simplement s'ouvrir aux autres produits et regarder si est-ce que ce produit me correspond encore aujourd'hui, est-ce qu'il me convient, est-ce que ça me va, est-ce que, voilà, est-ce que cet achat est utile.
Ok, merci beaucoup. Je regarde les autres questions. Donc, comment définir correctement ses objectifs d'investissement pour ne pas se laisser influencer par la foule? Alors, encore une fois, chaque personne est différente et c'est vraiment important de le rappeler. Chaque personne a une situation qui est différente et il y a vraiment trois questions auxquelles il faut que vous puissiez répondre avant de pouvoir investir. C'est effectivement quel est mon objectif d'investissement, quel est mon horizon de placement et quel est mon profil de risque. À quel point est-ce que je suis prêt à subir la volatilité des marchés financiers. Pour revenir sur cette première question, ce premier pilier qui est comment est-ce qu'on définit ses objectifs d'investissement, tu le mentionnais tout à l'heure Eva, je pense que pour une certaine partie de la population, il y a un besoin de se faire accompagner par un expert, donc par un conseiller financier, par un banquier ou quelqu'un qui est en mesure de définir avec nous et de nous faire poser les bonnes questions. Si vous souhaitez prendre en main, entre guillemets, en tout cas pour le début, votre avenir financier et réfléchir à ses objectifs par vous-même. En fait, il faut simplement, je conseille de réfléchir par projet et donc de pouvoir réfléchir à, en fait, dans quel but de vie je souhaite investir plutôt que de me dire, je veux faire fructifier mon argent sur le long terme. En fait, est-ce que je souhaite payer les études de mes enfants dans 25 ans quand ils seront grands? Est-ce que je souhaite financer ma retraite dans 20 ans, dans 30 ans, pardon. Est-ce que je souhaite acheter ma résidence principale dans 5 ans? Est-ce que je souhaite faire un beau voyage dans 2 ans? En fonction en fait de cet objectif qui est plutôt rationnel et plutôt en lien avec votre vie, vous allez pouvoir déterminer un horizon. Hein. Quand on prépare sa retraite, on n'a pas le même horizon que quand on veut faire un voyage dans 2 ans. Ensuite, une fois que ça c'est fait, que vous sachez, enfin que vous savez entre guillemets pourquoi vous investissez, le but est de savoir donc, de combien d'argent j'ai besoin dans X années pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ma retraite, si je veux avoir X euros tous les mois, il faudrait que j'investisse X pour pouvoir générer X. Donc ça, c'est des questions ensuite qui vont un petit peu plus loin. Mais si on reste rationnel et relativement simple, il faut d'abord savoir dans quel projet de vie, pour quel objectif de vie on souhaite investir. Ça va déterminer notre horizon de placement. Et derrière, en fait, ça va tout simplement nous détacher de ce que la foule peut faire parce que enfin, votre objectif de vie, il est propre à vous et c'est pas l'objectif de vie de votre voisin. Donc pourquoi votre Exactement. investissement devrait être le même que celui de votre voisin? Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle. Ouais. Voilà. Oui, donc ça demande finalement avant tout de définir son plan de vie, en fait, ses objectifs de vie. C'est la base, c'est de Exactement. partir de là. Ouais. Donc tout ça montre bien Carrément. que investir n'est pas, ça demande voilà quand même une certaine analyse et ça demande une vraie réflexion. C'est pas quelque chose que l'on fait à la légère. Ouais, complètement. Alors, je vois une autre question. Avec les réseaux sociaux, c'est difficile de se renseigner auprès de bonnes personnes aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, déjà, The Pop Money cherche justement à promouvoir un petit peu l'éducation financière et à vous apporter quelques clés pour prendre en main votre avenir financier et vous aider à investir. Ça, c'est la première chose. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'investissement en ligne aujourd'hui. Tout n'est pas bon à prendre et vous avez raison de le mettre en avant. Je pense que déjà, dès que vous voyez quelque chose qui vous fait devenir riche en très peu de temps, il faut quand même se poser quelques questions puisque on l'a déjà évoqué, c'est pas une question de faire de l'argent très rapidement, très vite. L'investissement, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut laisser du temps au temps. En fonction de son horizon, on peut prendre plus ou moins de risques. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en pleine conscience. Et si on vous propose des rendements exponentiels sur une durée de temps très très peu, très très faible. Généralement, voilà, il faut quand même essayer de questionner ces dires et se renseigner sur d'autres sources pour voir s'il n'y a pas des choses peut-être un peu plus rationnelles qui s'offrent à vous. Je sais pas si de ton côté, Eva, tu as, d'autres suggestions. Oui, oui, je rejoins complètement ce que tu dis et surtout qu'on a vu pas mal de personnes être victimes d'arnaques avec des investissements proposant des rendements complètement, beaucoup trop juteux pour être vrai. Alors là, évidemment, il faut en parler autour de soi, il faut se renseigner, il faut
regardez la solidité de l'entreprise qui vous propose ça. Enfin voilà, Mm. encore une fois, il faut toujours aller vérifier ses sources et prendre le temps de bien se renseigner. C'est que je viens de penser à un exemple dans la vie de Mm. tous les jours. Vous cherchez à louer un appartement, je sais pas, 50 mètres carrés ou 20 mètres carrés, peu importe. Vous voyez une annonce beaucoup moins chère que les autres. Vous vous dites forcément, ah bah il y a peut-être un loup. Bah, c'est peut-être pour une raison qui est importante. Donc forcément dans cette situation, enfin moi si je prends un exemple vraiment personnel, je vais forcément chercher à être plus attentive et comprendre pourquoi est-ce que cette offre est beaucoup moins chère que les autres. Je me dis que par rapport à ce qu'on voit sur le marché, il y a quand même un écart. Et le but, c'est vraiment de se renseigner. Et c'est pareil en investissement financier. Exactement. Je vois pas d'autres questions sur le live. Je sais pas si tu en vois de ton côté. Euh, 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 alors, comment gérer mes finances sans me laisser influencer par les tendances du moment? Je pense qu'on l'a un petit peu enfin, on a déjà un peu répondu à cette question. Encore une fois, c'est vos finances, c'est vos objectifs de vie, c'est vos objectifs d'investissement, c'est votre profil de risque. Certes, on peut s'inspirer, hein, parfois, on peut voir des choses qui se font enfin, qui sont faites par d'autres personnes qui peuvent potentiellement correspondre à nos objectifs. Mais toujours voilà, rester ouvert et les rechallenger pour être sûr que ça s'adapte à notre situation personnelle. mm. Euh, J'en vois une. Comment mes émotions peuvent-elles influencer mes choix financiers? Je pense qu'on l'a déjà bien couvert aussi. Ouais, c'est Euh, c'est tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, effectivement. Et donc, si on a tendance à être trop émotif, alors ne faites rien. Dans le doute, mm, ne faites rien quand vous êtes sous le coup de l'émotion. Attendez que ça passe. Attendez le lendemain. Et réfléchissez-y une nouvelle fois le lendemain. On a souvent les idées beaucoup plus claires après une nuit de sommeil. ok, et très clair. Merci beaucoup Eva. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui Eva. Merci Victoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle série de petites vidéos, cette fois-ci sur l'investissement et les jeunes, qui sera live sur le compte The Pop Money dans les prochaines semaines. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.